7 ans, de 5 ans, nous avions sorti une déclaration, je donne les références, en disant que le respect de la parole donnée est sacré, que le président de la République a l'obligation de respecter sa parole, et c'était un des engagements fondateurs de l'APR, que le Dekkal Ngor. Et le Dekkal Ngor a pour point d'ancrage principal le respect de la parole. Je crois aussi que quand, par exemple, il a voulu défendre à Kaffrine, si je ne m'abuse, la transhumance, le week-end d'après, je suis allé à Thiès et chez un de vos confrères de l'AS, on peut chercher dans les archives, on trouvera. J'ai dit personnellement que la transhumance est une abomination qui ne correspond et que je n'entends même pas envisager un jour, moi, de démarcher des gens de Réumi. En l'occurrence, le cas d'espèce ici, ben, je le disais en 2000, enfin, j'ai oublié la date exacte. Un autre exemple qui me vient à l'esprit comme ça, c'est quand il y a eu cette menace d'interdire la marche de Y'en a marre, et que des voix de l'APR, chez l'APR ailleurs, se sont élevées pour essayer de jouer aux hégémonies de Y'en a marre, je crois que j'ai été une des voix à l'intérieur avec Moustapha Diakhaté, qui avons dit publiquement par presse interposée que nous nous inscrivions totalement en porte-à-faux avec toute interdiction, parce que nous-mêmes nous marchions, je me rappelle bien, je dis, nous-mêmes nous marchions avec Y'en a marre face au même ministère de l'Intérieur qui nous interdisait les manifestations. Et aujourd'hui, les rôles semblent inversés, on utilise les mêmes arguments. Donc, on ne peut pas me faire le procès de n'avoir rien dit. Et puis, mieux, d'avoir pris position sur les grands dossiers qui concernaient l'intérêt supérieur de la nation. Justement, les grands dossiers, parlons-en, le pétrole notamment. Le parquet avait lancé un appel à témoins pour tous ceux qui en savent un bout, après publication de ce fameux reportage de la BBC. Est-ce que vous aviez répondu à cet appel? Je suis allé me présenter à la DIC, devant le commissaire, et par respect à la police. Comme je l'ai dit, si la police m'appelle et que je ne vais pas, mais pourquoi devrais-je un jour demander secours à la police? Mais j'ai très clairement dit 2 ou 3 choses. Et j'ai refusé la déposition pour 2 ou 3 raisons. Après, ils m'ont demandé de l'écrire sur le PV. J'ai dit, le fait de l'écrire sur le PV même vaut caution de votre démarche à laquelle je ne crois pas. Je vous respecte, mais je ne crois pas à votre démarche. Premièrement, le ministre de l'Intérieur à l'époque se trouvait être Aly Ngouille Ndiaye, l'un des principaux suspects dans cette affaire. Comment peut-il être ministre de l'Intérieur? On lui rend compte après de ma déposition. Deuxièmement, ça je commence par les questions de forme avant de venir sur le fond. Deuxièmement, mais les premiers qui auraient dû être interpellés si on voulait être dans une démarche cohérente de recherche d'établissement de la vérité, c'est les principaux suspects, à savoir Abdoulaye Wade, Karim Wade, Macky Sall, qui, en tant que président, on peut se poser la question dans quelle mesure il peut être convoqué, mais Aly Ngouille Ndiaye, c'est eux les principaux acteurs de cette situation. Ça, c'était pour la forme. Dans le fond, vous savez, cette enquête-là, je le dis avec toute la désolation nécessaire, traduit le fait que notre justice est instrumentalisée. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'État mafieux, ou de pays mafieux, ou de système mafieux, où c'est la loi du silence et la loi du plus fort qui règne. Pourquoi? Parce que le rapport de l'IGE était du domaine public. Si la BBC a pu en avoir accès, le procureur a pu en avoir accès. Donc il a accès à toute l'information sur les stratagèmes par lesquels les supposés malfaiteurs ont pu agir. Il doit pouvoir se servir de ça comme pièce, premier élément pour pouvoir conduire son enquête. Mais ils l'ont nié. Ils ont même essayé de faire croire aux Sénégalais que ce rapport, dont ils ne peuvent pas nier l'existence, n'a pas été reçu par le président de la République. Sur quoi ils se fondent pour a priori tirer une conclusion qui n'aurait dû résulter que d'une enquête sérieuse. Mais le Premier ministre de l'Intérieur s'est fendu d'un communiqué le 10 juin
18 ou 19, c'est 2019, si je ne m'abuse, 10 juin 2019 exactement, pour le jour de la Korité, pour dire que le président de la République n'a pas reçu le rapport et que on va faire une enquête qui aurait été confiée à la section de recherche pour pouvoir établir pourquoi il n'a pas reçu. Un an et demi après, on n'a toujours pas les conclusions de cette enquête. On ne sait toujours pas pourquoi le président de la République n'a pas reçu le rapport de l'IGE. Mais c'est la preuve la plus patente que c'était un stratagème délibérément organisé pour pouvoir noyer cette affaire-là. Mais rapport pour rapport, il y a eu ce rapport de l'IGE, mais il y a eu aussi ce, j'ouvre les guillemets, ce faux rapport de présentation dont vous parlez dans votre livre. Un faux rapport de présentation qui a été diligenté par les services du ministère de l'Énergie. Vous, en tant que ministre de l'Énergie, vous en avez eu connaissance, mais en tout cas, vous n'en parlez pas, vous n'en faites pas état publiquement. Qu'est-ce qui justifie un peu cette attitude? Terminons d'abord avec le rapport de l'IGE pour démontrer la conspiration du silence qui m'a amené à parler. Et quand on dit il révèle des secrets d'État, en réalité je révèle une conspiration d'État. Et aussi bien la Constitution que les lois du pays, notamment la loi 22 de septembre 2012, 22-2012, promulguée par Macky Sall, fait état à tout agent de l'État et un fonctionnaire qui est au courant de concussion, de faits de corruption qui frappe l'État, qui fait l'obligation d'en parler. Moi, je suis dans l'obligation, si je constate une conspiration, d'en parler. Premièrement. Mais deuxièmement et surtout, ce rapport-là, le directeur général de Petrosen et certains des collaborateurs directs que j'avais au niveau du ministère ont été interrogés par l'inspection générale d'État. Ils ont, en 2012, je précise, ils ont déposé par écrit et signé des éléments qui tendent à démontrer que non seulement Petro-Tim n'était pas compétente pour pouvoir disposer des permis sur Rufisque offshore profond et Kayar offshore profond, mais en plus et surtout que tout a été frauduleusement fait puisque antidaté, puisque Petro-Tim a été créé le 19 et les contrats ont été signés le 17, etc., etc. Il y a en tout cas suffisamment de convergence et de faits connus par ces personnes. Quand moi je viens ministre, je les interroge sur ces différentes, parce que je suis quand même très perturbé par les rumeurs que j'entends à gauche, à droite, et par aussi le fait que Timis, c'est vraiment une entreprise crépusculaire, c'est le cas pour le dire, fantomatique, qui ne se présente pas, qui ne participe pas aux réunions, qui ne participe pas au financement. Ça, vous avez pu le constater en tant que ministre, qu'il n'y a pas trace du tout de Timis. De Timis, ils ne sont pas présents. C'est la seule entreprise parmi toutes celles qui étaient dans le secteur, parce qu'on avait découvert du pétrole par exemple à Sangomar, et toutes les entreprises concernées venaient me voir régulièrement et me faire des points. Sur Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond, seul Cosmos se présentait. Timis était, pour ainsi dire, dans le crépuscule le plus noir. Et donc, quand je les interrogeais sur Timis, mais ils feignaient de n'en savoir pas plus que moi, alors qu'ils ont été interrogés par l'inspection générale d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a instruits de se taire, parce que tout ce beau monde ne peut pas se taire. Et ça veut dire qu'on leur a dit de ne jamais pas mentionner le rapport de l'IGE. Donc quand on prétend que le rapport de l'IGE n'a pas été reçu par le président, que le président a oublié, le directeur de cabinet du président a oublié, tout le monde a oublié, cette amnésie collective est une amnésie organisée. Et le premier qui aurait pu en être victime, c'est le ministre de l'Énergie que j'étais, qui nageait au début en pleine confiance, que tout allait bien, que tout se passait normalement, et qui au fur et à mesure découvre qu'on lui cache des choses. Mais c'est une république, ça. Le dire, c'est révéler des secrets d'État, ça. Mieux. Vous dites que le rapport de présentation... Le faux rapport de présentation, effectivement, a été élaboré. Mais toutes les personnes avec qui je travaillais à l'époque le savaient. J'étais le seul à n'être pas au courant que PetroAsia était une pure invention. Quand Aly Ngouille Ndiaye rédige les rapports de présentation, une entreprise sortie de nulle part, PetroAsia, devient la maison mère. Sans qu'il y ait aucune transaction
ou aucun document qui prouverait, qui en attesterait la réalité. Donc là, véritablement, on est dans le cas du faux délibéré. Et les gens avec qui je travaillais le savaient, ne m'ont jamais rien dit. Alors, pourquoi on a créé de faux rapports de présentation? Ça, le procureur l'a entendu. Qu'est-ce qui l'a empêché, avant de convoquer les soi-disant témoins de l'aîné la règle de l'art en matière d'enquête, je ne suis pas un enquêteur, mais je suis un auditeur international de l'aviation civile, qui a été certifié auditeur et qui a fait d'audit dans énormément de pays. Je sais aussi comment on fait les enquêtes à avion. Et la règle première en matière d'enquête, c'est quand vous avez des indices probants, c'est de les réunir tous, d'essayer de les décrypter. Et c'est en ce sens, en ce moment d'ailleurs, que quand vous rencontrez les témoins, vous avez des questions pertinentes et cohérentes à les poser, etc. Justement, restons dans le domaine de la loi. Vous caricaturez un peu Wade dans votre livre comme étant un éléphant dans un magasin de porcelaine, on dirait. Macky Sall, vous l'avez pratiqué de l'intérieur. Donc si vous aviez un peu à les comparer, le rapport par rapport à la norme, lequel d'entre eux est beaucoup plus à cheval sur les règles? Vous savez, pour éviter justement les caractéristiques comme vous caricaturez, etc., j'ai essayé d'écrire le livre avec, en étant le plus souple et en choisissant précautionneusement mes qualifications et en donnant des exemples précis. Quand le président de la République, Abdoulaye Wade, va à Benghazi, alors que l'Europe et les Amériques bombardent un pays africain pour de fallacieux prétextes. Kadhafi est un dictateur, mais combien de dictatures y a-t-il en Afrique ou ailleurs dans le monde? Et Kadhafi a été quelqu'un qui a assidûment fréquenté Wade et que Wade a assidûment fréquenté. Même notre culture africaine nous empêche dans ces conditions-là de tirer sur l'ambulance Kadhafi. Au lieu d'aller voir Kadhafi en tant qu'ami pour essayer de le sortir du pétrin à Tripoli, pour lui offrir une chance de se sauver, de sauver sa famille, il est à Benghazi avec le gouvernement de transition pour déjà commencer à avoir des affinités avec ces gens-là et continuer à recevoir certainement la manne pétrolière. Et il tire sur Kadhafi qui est à Benghazi, ça s'appelle, à Tripoli, ça s'appelle quoi? De votre point de vue, comment peut-on en tant qu'Africain caractériser ça? Et ça fait partie des problèmes que nous avons depuis l'indépendance ou depuis les indépendances africaines. C'est que tout peut nous arriver, des coups d'État à nos frontières, des Bob Denard qui débarquent aux Comores ou à Cotonou, etc., etc., la mainmise étrangère partout qui font et défendent nos régimes, sans que ça nous... Et ça, c'est choquant. Et les mots qu'on utilise ne sont jamais suffisamment forts, parce que la Libye, depuis lors, est déchirée. Pour ce qui concerne notre président, je trouve même que l'autre avait plus de... Malgré ce que je viens de dire sur lui, et qui est grave devant le tribunal et l'histoire, l'autre avait peut-être un peu plus de bagou dans ce qu'il faisait. Il avançait au moins masqué. C'est pourquoi, d'ailleurs, certains de vos confrères ont tendance à le qualifier comme un stratège politique, ce qui est une analyse, à mon avis, c'est là où on doit utiliser les mots que vous utilisez, caricature, ce qui est une analyse trop sommaire. Quand on est dans un pays où le désespoir est partout, les compagnies aériennes sénégalaises risquent de fermer, privées comme nationales, on parle de possibilité de licenciement dans beaucoup à cause de la pandémie. Nos enfants vont en mer. Ce qu'on attend d'un président de la République en ces circonstances-là, c'est de montrer son génie créateur et sa capacité de galvaniser le peuple et de proposer des solutions novatrices pour arrêter la tragédie qu'on est en train de vivre. Il ne le fait pas. Ce n'est pas les calculs politiciens à la petite semaine qui permettent d'acheter certains opposants et que des soi-disant observateurs applaudissent le génie. Le génie, et c'est ça notre histoire. C'est ça pourquoi notre indépendance, on n'en a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Des petits calculs à la semaine, il y a des gens qui saluent ça comme étant le summum de la stratégie politique. Alors que notre pays est en train de sombrer aujourd'hui. Voilà notre problème. C'est que même quand le président de la République se fourvoie et se fourvoie terriblement,
Il y a des gens à l'applaudir et à trouver que décidément c'est un génie. Ibrahim. Revenant à Latif Coulibaly, dans l'émission que vous avez citée tantôt, il dit que vous n'avez, dans votre livre, vous n'avez pas apporté des preuves de ce que vous avez. Il n'a pas lu le livre. Donc, qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne lui répondrai pas parce qu'il n'a pas lu le livre. Parce qu'il y a deux Abdou Latif Coulibaly. Lesquels? Celui qui existait avant, qui écrivait Le naufrage du Joola, qui apportait moins de preuves que je ne donne ici, et celui qui se fait aujourd'hui l'avocat du diable. Mais il dit que... Non, mais je vous réponds. Il dit que dans son livre, il a consacré 15 pages, si j'ai bonne mémoire, 15 pages à répondre à votre livre. Il a répondu à rien. Donc ça veut dire qu'il l'a lu. Il a répondu à rien. Je vous donne un exemple. Il dit que je n'aurais pas voulu polémiquer par distance avec lui parce que je trouve que il ne faut pas donner plus de poids à des paroles qu'un homme épouse au gré des circonstances et des positions. Moi, j'étais ministre. Je n'avais aucun intérêt personnel et particulier à prendre les positions que je prends qui sont difficiles, qui sont dures, qui créent des ruptures, qui m'ont fait perdre ma position, mais que j'ai l'obligation de prendre par rapport à ma conscience et à l'idée que je me fais des intérêts du Sénégal. Il dit, par exemple, un exemple, que si on avait porté plainte contre Timis, en essayant de faire l'analogie avec l'affaire de ArcelorMittal, qu'on aurait payé. Oui. C'est très faux. Le contrat au moment où Macky Sall était président de la République n'était pas encore en vigueur. Il dit ce qui est faux. Et c'est le comble de la mauvaise foi. Il dit que le président Wade avait approuvé le rapport déjà, les deux contrats déjà. Oui, le président avait approuvé les deux rapports en signant au bas de la dernière page des deux plutôt contrats. Mais la loi 34, l'article 34 de la loi 98-04 portant code pétrolier qui était en vigueur à l'époque demandait ensuite après à ce que des décrets d'approbation soient établis. C'est pourquoi Aly Ngouille Ndiaye se donnait tant de mal à faire les décrets d'approbation et soit publié au journal officiel. Tant que cette chose substantielle, formalité substantielle n'est pas faite, le contrat n'est pas valide. Bien, au moment où Macky Sall arrivait, non seulement cela n'était pas fait, mais il y avait des soupçons lourds, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'IGE qui établit que les soupçons lourds, qui établit que des preuves, des malversations qui ont été faites au moment de la signature, même du contrat sous Wade. Donc le rapport d'IGE établit que le contrat initial était entaché de vices de la part des deux parties, connu de la part des deux parties en complicité. Un exemple, Petrotim est créé le 19 janvier et signe le 17 janvier. Donc Petrotim est très au courant que ce qu'elle a fait là et que, en plus, les contrats ont été établis entre les deux tours de la présidentielle, mais antidatés. Ça figure dans le rapport de l'IGE. C'est pourquoi il essaie de vous dire que le rapport de l'IGE est, je ne sais pas, consultatif ou informatif ou etc. etc. Ça, c'est des preuves claires qu'il y a une malversation. Mieux, pour terminer, parce que c'est un sujet important, vous verrez d'autres avocats du diable chercher à brouiller l'opinion parce qu'ils savent que l'opinion n'a pas lu. La lettre de Tullow Oil est très claire quant au fait que les contrats ont été antidatés et établis dans des conditions illégales. Ce qui rajoute à la chose que c'est établi dans des conditions illégales, c'est que Aly Ngouille Ndiaye lui-même a écrit au ministre de l'économie et des finances, au secrétaire général du gouvernement, pour apporter les preuves que les contrats ont été établis de manière illégale. Après, il va changer de direction. Comment que des gens qui, Petrotim, comme les gens qui ont signé les contrats, peuvent-ils aller après porter plainte avec toutes les preuves de leur propre turpitude? D'ailleurs, je vous dis une chose, la justice du Sénégal s'est tue sur cette affaire, mais d'autres justices vont en parler. Vous croyez que l'affaire là, c'est une affaire sénégalaise? Question fast-track, comme on dit, et puis réponse fast-track aussi. À la page 161, chapitre 8, dans l'affaire des immeubles de l'ARTP, un courtier nommé Wade
bon c'est vous c'est vos mots, hein. Vous citez nommément les protagonistes du pillage foncier, le président Wade lui-même, Ndongo Diaw, ancien DG, l'homme d'affaires Cheikh Amar, et je vous cite un architecte qui avait ses entrées au palais. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? De quoi là vous citez des noms, oui. Le téméraire a-t-il subitement peur? Non, c'est pas, j'ai pas peur. L'écriture aussi, c'est une sorte d'énigme et d'appel à la réflexion et c'est un style, l'écriture. Vous essayez de garder le lecteur dans une sorte de concentration, parce que c'est un document long et qu'il faut essayer d'écrire de manière à pouvoir soutenir l'attention du lecteur. Mais de toute façon, le nom est révélé et les frasques du monsieur sont révélées en d'autres circonstances en citant les rapports de l'inspection générale d'État. Directement. Mais je veux bien que les lecteurs lisent aussi. Il ne faut pas que tout soit dit sur les plateaux et tout et que rien n'incite celui qui écoute à aller lire le livre. Mais vous offrez là l'occasion de montrer qu'il ne s'agit pas d'un livre sur le pétrole, ni d'un livre sur le régime de Macky Sall. D'ailleurs, au début, j'ai entendu un ministre de Macky Sall dire « Ouais, les gens de Wade applaudissent, mais s'ils avaient lu, ils allaient eux-mêmes attaquer Thierno. » Il ne s'agit pas d'un livre contre qui que ce soit. dañu ne ku ñu wax say jëf nga jooy da nga war a seetaat sa bopp bul wax ki ko wax. Vraiment, il vous est reproché une certaine inconséquence. Parce que, oui, on dit que vous avez paraphé le fameux protocole de l'Élysée à Paris. Et ensuite, vous revenez au Sénégal le 2 mai, au moment de signer le contrat, vous refusez de le signer. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous refusiez de confirmer votre paraphe qui a été fait à Paris? Je vais vous taquiner, je vais vous reprocher aussi une certaine facilité. Depuis qu'on en parle, vous aurez dit sortir le protocole de Paris, il est sur Internet. Sortir le contrat et voir la différence. Je le dis aux Sénégalais, je dis, il y a le jour et la nuit entre le protocole de Paris et le contrat final. Ah oui, c'est différent. Mais c'est totalement différent. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans le chapitre et de montrer avec ces tweets. C'est totalement différent. À Paris, c'est un protocole d'intention. Si vous tapez sur le site de l'agence de presse sénégalaise, vous verrez la substance. Il est dit que le total, vous vous souvenez que le Premier ministre Valls est venu et a dit que bon, on s'intéresse. Oui. C'était donc le début de processus pour ouvrir la voie à Total. Total s'intéresse au pétrole du Sénégal et veut venir négocier avec l'État du Sénégal. Négocier. L'État du Sénégal est d'accord pour que Total vienne négocier. Point. C'est ça le protocole d'accord. Mais on n'imagine pas, après, que ces négociations puissent se faire, non pas comme des négociations, mais aux conditions de Total. Ce que j'explique dans le livre, j'explique bien, de manière approfondie et détaillée, que c'est les conditions de Total qui ont été acceptées sans sourciller au moment de rédiger le contrat final. Et si les deux protocoles étaient d'accord, pourquoi ont-on signé à Paris et ici? Pourquoi? Le bloc Rufisque Offshore Profond sur lequel portait un des contrats, c'est moi qui l'ai retiré de African Petroleum de Timis. Mais le contrat que j'ai retiré et refusé à Timis était meilleur que le contrat signé avec Total. Ah oui. Oui. C'est scandale. Mais quand je dis ça, je me tue à répéter ça. Et c'est vos collègues qui disent ouais, il n'y a pas de preuve, ils disent ils n'ont qu'à. Moi j'ai donné sur le site de l'ITIE le contrat signé avec Total sur Rufisque Offshore Profond et le contrat que Timis avait signé en 2012. Ceux qui disent après que oui, Total a cherché, il n'a pas trouvé. Mais c'est quelle mauvaise foi! C'est des gens comme ça qui ont vendu nos pays à des rois belges, qui ont signé des traités avec des colonisateurs en donnant la moitié du Kadior ou la moitié du truc en truc. Parce que, je sais que vous êtes pressé, mais c'est un point important, mais parce que au moment où je vous vends ma vache, moi, je n'ai pas calculé le risque que vous avez que la vache ne produise pas de petits ou produise de petits. Je regarde le coût de la vache sur le marché et vous payez le coût de la vache sur le marché
Vous ne reviendrez pas 10 ans après, 5 ans après me dire votre vache n'a rien produit, vous me devez une décote. 1. 2. Le Rufisque offshore profond, Total n'a qu'à le rendre s'il n'y a rien. Total ne va pas le rendre. Parce qu'il y a quelque chose. Mais parce qu'il continue à espérer. Parce que dans tous ces blocs-là, y compris ceux où on a trouvé du gaz et du pétrole, mais des compagnies sont passées 10, 20, 30, 40 fois, ils n'ont rien trouvé. À la page 276 de votre ouvrage, vous racontez que vous accompagnez le président de la République en visite officielle à Pékin, en Chine. Vous vous opposez à des investisseurs encore. Et les tensions furent vives et c'est vous qui le dites. Donc pourquoi les tensions étaient vives? Est-ce que vous pouvez aller, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de lire le livre, est-ce que vous pouvez... Comment peut-on accompagner le chef de l'État d'ailleurs dans des négociations avec des investisseurs et installer la tension? C'est ça qui retourne. Qui installe la tension? Oui. Pardon? Vous-même? Non, je n'installe pas la tension. Vous savez, il faut être cohérent avec soi-même. Le président d'abord, moi-même et d'autres. On ne peut pas avoir mis Karim Wade derrière les verrous. Avoir une liste de 24 autres personnes réputées être suspectes et vouloir continuer à une échelle industrielle ce qu'on leur reproche. En prétextant que oui, l'État c'est comme ça. Mais sachant bien que le président, quand il signe, souvent, lui, quand les gens signent, c'est pas lui qui signe. Hein. Tous ceux qui, après le départ de Wade, on dit c'est Wade qui m'a donné des instructions, non c'est lui qui m'a donné ci ou ça. On leur dit mais la loi, vous la connaissez, c'est vous qui étiez ministre. Wade n'a pas été inquiété parce qu'il est plus difficile de l'inquiéter, sauf sur certains dossiers. Celui, le ministre qui prend délibérément la latitude de signer des contrats dans des conditions non prévues par la loi. Et pire, pour moi, ingénieur et être rationnel, technocrate, sans aucune cohérence économique, sans aucune étude préalable. Mais ce ministre-là, il a la responsabilité, même si la loi est plus ou moins ouverte, il lui offre des opportunités, il a la responsabilité. Je donne un exemple. Le centre de Diamniadio, ce n'était pas sous mon ministère. Hein. Mais vous pensez que le ministre qui a accepté de piloter ce projet-là, il ne doit pas, à sa conscience, à l'économie du pays, aux enfants qui vont en mer, il n'a pas de responsabilité. Parce que le CICAD. Le CICAD. Oui, okay. Puisque le CICAD, depuis maintenant le mois de mars, il y a eu 3 ou 4 réunions que Macky Sall a organisées là-bas. Oui. Et depuis que c'est ouvert, il n'y a aucune réunion payante. 45 à 50 milliards mises là-bas pour le plaisir de Macky Sall et pour que de temps en temps il aille faire réunion là-bas, dépenses de carburant, etc. On ferme les roues, etc., etc. On dépense pour entretenir, même vous, votre studio vous coûte déjà très cher. Le CICAD avec toute la climatisation, etc. Pourquoi? Alors que quand le Covid est venu, ces 50 milliards-là auraient pu, si on avait mis ça dans les hôpitaux, nous soulager. Ou auraient pu être investis dans d'autres endroits qui créent de l'emploi. Moi, j'ai aucune responsabilité morale. J'ai la conscience tranquille quand je vois nos enfants aller en mer. Même si, quelque part, je fais partie d'un régime qui a une responsabilité là-dedans. Mais je me suis battu corps et âme. Ce n'est pas un plaisir hein, de dire non à quelqu'un. Man, je vous le laisse. Mais quand il s'agit du bien des Sénégalais, quand il s'agit des principes qu'on avait évoqués, quand il s'agit qu'on a mis des gens en prison, nous, pour ça, que moi j'ai tenu des conférences de presse pour en accabler certains. Si je fais autant que, c'est que je suis la pire des espèces. Mais vous voyez notre différence. Et c'est ça aussi le problème que pose le livre, les protocoles non écrits et notre esprit de servitude. Les Turcs, ils se disent, on veut se projeter parce qu'on était une grande nation. On a été dominé, on va créer des grosses entreprises de BTP. Le président fait le tour du monde pour imposer. C'est pourquoi Souma est là, l'IMAC est là. Nous, qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? On prend leur argent, on construit des joujoux dont on n'a pas souvent besoin. Dakar Arena, est-ce qu'on en a besoin? Ça a fait gonfler le chiffre d'affaires du commerce extérieur turc. Ça nous a servi à quoi, nous? Et ça a servi à quoi à nos PME? Mais ça, moi je suis politique avant d'être ministre. C'est-à-dire j'ai porté un projet avec Macky Sall. On a défendu
là où il fallait le défendre. Pendant des années, on a risqué nos emplois, notre liberté, pour un projet de société. S'il vient veut changer ce projet de société, si on refuse, si on l'accompagne, vous dites, ouais, pendant tout le temps que vous étiez là-bas, vous n'avez rien dit. Si on sort, si on montre que on n'était pas d'accord et qu'on ne va pas jusqu'au détail, parce que là également on nous dira vous révélez des secrets d'État, on nous dit ouais, vous ne dites pas tout, on dit tout, vous révélez des secrets d'État. C'est quel monde? Quel Sénégal? Il y a également une scène que vous racontez dans le livre et qui intéresse beaucoup, c'est le jour de la signature. Vous refusez finalement cette signature-là et la scène se passe au Palais de la République, le chef de l'État, son Premier ministre, le top management de Total. Là, on lit le livre, on se dit mais tiens, est-ce que le Thierno Alassane Sall n'a pas offensé le chef de l'État en se comportant de la sorte devant ses invités? Quoi? Non, on n'a jamais été tous ensemble devant les invités. Mais de toute façon, on n'a jamais été tous devant les invités. La scène que je raconte se passe à 3 avec le Premier ministre et le Président de la République ou entre le Premier ministre et moi. Quand j'arrive, j'ai eu une petite entrevue avec le Premier ministre qui me dit, mon frère, il faut signer parce que vraiment le Président, etc. Je dis, je ne signe pas. Il me dit, vous savez ce qui vous attend si vous ne signez pas? Je dis, j'ai ma lettre de démission avec moi. Il me dit, vraiment, j'aurais aimé que vous soyez Premier ministre pour savoir ce que je ressens. Et il tape un texto. C'est le Premier ministre qui vous dit ça? Absolument, c'est dans le livre et il ne peut pas le nier. Et j'avais ma lettre de démission. Et de toute façon, comme je le dis, ma lettre de démission a été imprimée dans le bureau du directeur. Yalla dafa am. Xam nga, yalla am na. Ma lettre de démission a été imprimée dans le bureau de mon directeur de cabinet parce que mon imprimante était en panne. Et mon directeur de cabinet, au moment où je parlais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais au moment où j'écrivais ce livre et je parlais, il était le directeur de cabinet de Ndeye Tické Ndiaye. Et il n'était pas le seul à être au courant de la lettre de démission. Donc, quand j'arrive, je dis au Premier ministre, de toute façon, il me prend en aparté, il me dit, oui, c'est mon frère, etc. Je lui dis, j'ai ma lettre de démission. Il est un peu groggy quand même. Il est surpris. Il est groggy. Surpris ou pas. Mais le président vient, on se met en aparté. Il n'y a pas eu de présence étrangère. Mais même s'il y avait ça, qui a pris la responsabilité d'organiser ce qui n'a jamais été fait? Est-ce que le président de la République du Sénégal doit signer un contrat en présence de Total, de son directeur de cabinet, de son ministre, du directeur général de Petrosen, ce qui n'est pas la procédure? La procédure, c'est quoi? C'est Total négocier avec Petrosen, nous envoie le rapport de négociation, on est d'accord, on demande l'avis du ministre de l'économie et des finances, s'il est d'accord, on leur dit signer. Ils signent, tous les contrats se sont signés comme ça. Ils signent, Total et Petrosen, ils m'envoient le rapport par voie normale, avec des lettres, parce que l'administration c'est de l'écrit, avec leur appréciation et pour que demain, on dise que le ministre, même s'il a pu commettre des erreurs, il a été abusé ou pas, il avait l'avis des techniciens ou pas. Et moi, quand je signe, j'envoie au président de la République pour approbation. Mais si le président de la République, qui n'ignore rien de ce que tout cela n'a pas été fait, et qui lui-même a fait écrire les contrats par je ne sais qui, je ne sais où, alors que c'est le ministère qui doit élaborer les contrats, prend le soin d'organiser la signature du contrat, même publiquement. Il y a deux choix. Ou je ne viens pas pour épargner la République, et j'ai expliqué qu'à Paris, j'ai signé pour épargner la République. Et si je le fais, on va dire Dafadaou, et on va, la propagande de l'État et leur machine de communication va dire que oui, Dafadaou, mais lui, c'est les contrats, etc. Ou Magnou, mais... Je refuse. Et ça, c'est ça le Thiessois aussi. Pour parler de... Rien à voir avec Nitu Thiès. Comme pour parler de ceux qui disent que Nitu Thiès, etc. C'est ça le Thiessois. Parce que trop, c'est trop. Notre République n'est pas une République bananière où un seul homme, fut-il le président de la République, change toutes les lois. Ce que je dénonce sur WAD avec MTL et Global Voice et les affaires de l'immeuble, etc. d'apport,
Mais si je fais autant, comme je vous l'ai dit, je suis le dernier des derniers. Je ne peux pas dénoncer une chose, trouver que c'est mal quand d'autres le font et trouver que c'est bien quand nous le faisons. Je ne le ferai pas. Oui, certains pensent que si vous avez eu ce comportement, c'est parce que simplement vous n'avez pas digéré l'affront de Paris. Parce que là, vous êtes à Washington. Bon, je m'explique. Vous êtes à Washington. On vous appelle à Paris, on vous dit que vous êtes convoqué là-bas. Vous arrivez et c'est l'ambassadeur du Sénégal en France qui vous dit l'objet de votre convocation entre guillemets. Donc on pense que ça a un peu froissé votre amour propre. Donc ça c'est une opinion. L'autre opinion, c'est qu'il y a d'autres aussi qui pensent que Thierno Alassane Sall avait partie liée avec un des concurrents Total, c'est pourquoi aussi il a eu ce comportement. Donc répondez-vous à ces deux... D'abord qu'on peut empêcher une petite minorité de penser ce qu'elles veulent, si surtout les mauvais esprits. Je ne suis pas rancunier. J'aurais tout fait pour éviter à notre République ça. Et je l'ai dit, entre le mercredi 25, le mercredi 26 avril 2017 et le 2 mai au président de la République, que son contrat n'est pas bon, que ce qu'ils font, ils ont envoyé des gens chez moi, la veille je leur ai dit, ce contrat n'est pas bon, il ne faut pas le faire. Parce qu'il n'est pas bon, j'apporte les preuves. Face aux preuves, les commentaires des uns et des autres ne m'engagent pas. Par contre, j'ai démontré tout à l'heure que ceux qui disent qu'il avait des intérêts, mais ils ne connaissent pas l'histoire, hein. On leur souffle des choses à dire. On leur souffle des choses, ils disent n'importe quoi. J'ai dit dans le livre que le premier contrat qui a été l'objet de notre but et qui a amené au 2 mai, cette dernière semaine-là, comme la dernière semaine de Jésus, commence par le 24 avril chez le président de la République. Ce que je refuse ce jour-là, c'est de signer un contrat de 200 milliards de francs CFA, cash par Timis, et de 1% de royalties sur 45 ans. Si c'était des intérêts financiers ou des considérations, les autres là... 1% de royalties pour qui? Pour vous? Pour le président? Pour Timis. Okay. Et ceux qui l'ont aidé naturellement à faire ça. C'est courtier. Si j'étais intéressé à entrer dans des jeux, et je prends le comptant, 200 milliards. Vous savez ce que c'est que 200 milliards? Et vous savez combien de contrats de 200 milliards ont été signés dans ce pays-là? Tous les contrats que vous voyez là, même s'ils atteignent 400 milliards, c'est que vous me faites une autoroute à 400-500 milliards, mais les 300 à 400 milliards, c'est pour l'autoroute. Il n'y a que 100 milliards peut-être ou 50 milliards de bénéfices. Et c'est là-dedans que les éventuelles commissions se trouvent. Mais là, c'est 200 milliards cash. Le monsieur n'a rien investi. Moustapha Diakhaté a lui-même dit qu'effectivement, on lui a dit que je voulais partir et qu'il était venu pour aider à me retenir. Je dis souvent qu'en lisant ça, on parvient à comprendre certaines choses qui se sont passées dans notre pays, qu'on avait l'habitude de lire dans la presse, mais peut-être qu'on n'avait pas la chance de pouvoir aller au fond des choses. Abordons, Thierno, quelques questions. Il y a 2 Thierno avec moi aujourd'hui. Quelques questions d'actualité. Avec ce qui se passe actuellement, quand on regarde le chef de l'État autour de lui, on ne voit plus Thierno Alassane Sall, on ne voit plus Amadou Ba, on ne voit plus Aly Ngouille Ndiaye. Certainement, d'ici quelques jours, on ne verra plus Aminata Touré, on ne voit plus Moustapha Diakhaté. Quand vous regardez tout cela et que vous voyez Idrissa Seck qui revient, Farba Senghor et tant d'autres, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de se dire tout ça pour ça? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir mené un combat en 2012, de réussir à faire partir le régime de Wade et de devoir revivre les mêmes choses avec celui de Macky Sall? Mais naturellement, et je le dis un peu dans le livre, que dès son arrivée au pouvoir, Macky Sall a cherché à se débarrasser de ceux de l'APR qu'il jugeait... Donc ce qu'on vit là a débuté en 2012. Oui, qui vivait, qui était convaincu de la nécessité d'apporter certains changements. Pas seulement d'ailleurs au niveau le plus élevé de l'État, même dans son entourage, des gens auxiliaires, mais qui étaient assez proches de lui, et qui avaient de convictions et une certaine influence sur lui, mais qui ont été liquidés. La première... ça ne vous a pas étonné d'ailleurs
que ce soit l'APR constamment par la voix du président de la République pour mieux noyer ses propres cadres, disent on n'a pas de cadre, on n'a pas de compétences. C'est comme ça que très vite, des Benoît Sambou, je l'explique dans le livre, au prétexte qu'ils ont perdu des élections, des Thierno Sall, d'autres ont été virés. C'est la première fournée. Vous savez pourquoi? Parce que, comme moi, certains d'entre eux disaient tout haut ce qu'ils pensaient au Conseil des ministres ou ailleurs, ou dans d'autres réunions de l'APR. Le Moustapha Diakhaté que vous voyez là, il parle comme il parle, hein. Comme il parle à la télé. Il parle comme ça. Parce que, et ça Macky Sall ne peut pas accepter que Niass lui fasse la révérence, que Boun Dionne lui fasse la révérence. Oui. Niass, le président de l'Assemblée, du haut de son âge, lui fasse la révérence, que Tanor le salue avec déférence, à son âme, et que des Moustapha Diakhaté puissent lui dire que nous avons porté le pouvoir, ou des Aline Badara Cissé, ou des Madame Badiane. Tous ces gens-là, Madame Badiane, professeure d'université, on dit qu'elle n'est pas compétente, et il y a des gens qui arrivent à peine à prononcer leur nom au Conseil des ministres qui sont là-bas assis. Si on leur demandait à écrire leur nom, ils n'arrivent pas. Madame Badiane, responsable nationale des cadres, n'a jamais occupé aucune autre fonction que d'être figurative au Conseil des ministres. Mais c'est délibéré. Benoît Sambou, il disait ce qu'il pensait. Maintenant, après, il a changé. Hein. Il faut qu'on accepte aussi de dire les choses telles qu'elles sont. C'était la première fournée, les plus dures. Les autres dont vous parlez, ils sont venus à ce que j'appelle 23h30, à minuit moins. C'est la deuxième fournée qui vient de partir comme ça. Oui. Ceux qui n'étaient pas venus, ceux qui vous citez là... Amadou Ba, il n'était pas au début dans le Non, Aminata Touré est venu en juin 2011. Juin 2011. Amadou Ba est venu bien après. Après l'élection. Après l'élection. La tournée qui vient de partir là, la fournée qui vient de partir là, les Youm, tout ça, ils sont venus, les Alingou Ndiaye, tout ça, ils sont venus au moment presque de la récolte, donner un coup de main pour cueillir les fruits. Ceux-là également se sont peut-être sentis pousser avec la durée un peu d'elle, ils avaient un peu de liberté. Je reconnais qu'un Alingou Ndiaye, malgré tout ce que je dis sur lui, il a quand même il est un peu quand même libre dans sa tête. Il ne se prend pas pour rien. Alors, ceux-là, il faut les liquider. Et c'est d'ailleurs un signe indicateur que Macky Sall a une idée dans sa tête par rapport au pouvoir. Parce que s'il voulait vraiment faire son dernier mandat et laisser le pays dans des meilleures conditions qu'il l'a trouvé, c'est de mobiliser au maximum ses forces, son intelligence, ses moyens et les compétences des Sénégalais vers les défis qui ne manquent qu'à, comme je le disais au début. Parce que pour vous, il veut rester au pouvoir. Je dis, s'il avait... Vous savez, quand vous êtes dans votre dernier mandat, vous voulez rentrer dans l'histoire, si vous avez le sens de l'histoire. Vous essayez de vous mobiliser pour que les défis qui ne manquent pas aujourd'hui, les jeunes qui vont dans les pirogues, le chômage atroce, les Sénégalais qui ne mangent pas, qui ont un repas par jour, les marailleurs qui souffrent atrocement, tous les secteurs, vous allez le tourisme là, depuis les artisans qui faisaient les bibelots pour les touristes, que les hôtels, etc. Tout le monde souffre dans ce pays. Les paysans qui sont au nord là vous disent on a 300 hectares à aérer, on n'arrive pas à cultiver parce que toutes nos machines, tout est en panne. On n'a plus de ressources. Tout le monde souffre. Donc, s'il voulait, et il sait qu'on est dans une situation de pandémie avec des secousses telluriques mondiales qui ont des répercussions terribles dans notre pays parce que les envois des Sénégalais de l'étranger se sont taris, etc. Donc tout le monde souffre. S'il voulait, c'est même pas s'il voulait, il a l'obligation, comme capitaine d'un pays dans cette situation, de se dresser de toute la hauteur de son génie, de ses compétences pour mobiliser le pays et le sortir de cette situation et d'indiquer une voie qui redonne l'espoir à la jeunesse. Et qui montre qu'il ne se bat pas pour rester au pouvoir. Non, mais est-ce qu'il ne veut pas, est-ce qu'il n'est pas en train de travailler à le faire, ce que vous êtes en train de dire là, Thierno Sall, avec Idrissa Seck, avec qui il est redevenu Mburokso, comme ils disent. Bon, je ne peux pas être dans des débats crypto-personnels, mais vous savez, c'est Wade lui-même qui disait que l'un des moins bons premiers ministres qu'il a eu, c'est Idrissa Seck. Il n'est pas réputé pour être une bête de travail. Ce n'est pas lui faire un procès que de le dire. Et en tout état de cause, le CSE
n'est pas un centre opérationnel où on impulse. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire oui, c'est le CSE qui conçoit. Le CSE ne conçoit rien. L'activité gouvernementale a des dimensions de conception de politique, d'exécution, de planification et d'exécution des politiques. Et chaque ministère y participe à son niveau. Et si on me dit aussi que 2 ans après son élection, sur la base, je suppose, d'un programme qu'il avait, qu'il a montré aux Sénégalais, 7 ans après son premier mandat, Macky Sall en est encore à chercher une formule pour trouver les bons hommes, pour pouvoir enfin donner l'espoir aux Sénégalais. C'est bien triste. Non, ce gouvernement est un gouvernement, comme tout le monde l'aura compris, de combine nationale. Et c'est dans l'ADN de tout ce qui était sorti du PDS original. Vous qui l'avez connu, qui avez porté ensemble avec lui l'affaire sur les fonds baptismaux, si vous deviez le psychanalyser, qu'est-ce qui selon vous se passe dans la tête de Macky Sall pour qu'il en vienne un peu à poser des actes qui démontrent qu'il veut aller vers un 3e mandat? Bon, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer, je ne fais pas de la météo politique. Je pense pour l'instant, il n'en a pas pris avec le pouvoir. Il cherche sa formule. Et si on pouvait avoir plus de temps, je vous dirais les raisons, parce que c'est un peu long, mais il cherche. Et il n'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé la formule. La formule de sortie du pouvoir ou bien de toujours conservation le pouvoir de manière directe ou indirecte. On a vu par exemple en Côte d'Ivoire, Ouattara a essayé, il avait son homme de main tout fait. Dieu en a décidé autrement, il a été obligé de venir. Mais il avait sa formule. D'autres ont d'autres formules. Macky, me semble-t-il, se cherche entre toutes les formules possibles et s'essaye à la meilleure formule pour lui en affaiblissant les forces politiques sénégalaises. De toute façon, Idrissa Seck, même s'il sortait aujourd'hui, il ne pouvait plus tirer contre Macky Sall. Lui, c'est quelqu'un qui a été neutralisé. En affaiblissant la société civile sénégalaise, y compris les médias, il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'intelligentsia sénégalaise, les universités, etc., etc. Donc il cherche à neutraliser le maximum les mouvements de contestataires comme Y en a marre et autres mouvements, pour que le moment venu, même s'il tente un coup de force, il n'y ait personne en face de lui. Et Dieu seul sait que ce n'est pas la conscience qui l'arrêtera, parce qu'on a vu tout ce qu'il a été capable de faire durant ses 2 premiers mandats. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce qu'il est en train de préparer, parce que ça sent de toute façon mauvais pour le Sénégal. Ah oui. Oui, on le voit déjà avec les gens qui vont en mer, on le voit avec on le voit l'hypercorruption, on le voit avec son incapacité totale. Et je suis sidéré quand je vois des observateurs essayer de lui prêter un génie, de donner même un espoir. 2 ans après sa prise de pouvoir, c'est comme si son premier mandat est cramé. Personne ne croit plus même son gouvernement qu'il vient de faire, il est cramé. Personne n'a espoir et confiance, parce qu'il nous a souvent roulé dans la farine comme le boulanger là d'Abidjan, et là aujourd'hui son jeu est clair chez tout le monde. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment construire des forces sociales qui pourront lui tenir tête. Oui. Parce que comme je l'explique dans le livre, à son arrivée au pouvoir en 2012, entre 2012 et 2014, il a pris le soin de désarmer la paix, d'embarquer avec lui tout le peuple des assises qui le voulait, tout dans les médias, les plus contestataires dans les médias, y compris ceux à qui on faisait allusion tantôt, de recruter chez les universitaires, et donc de faire taire tout le cercle au-delà des partis politiques qui étaient contestataires. Et c'est après seulement qu'il a posé son référendum, sachant qu'il avait déjà affaire. Mais il y a une chose qui est constante. Un peuple n'a pas besoin que de pain, de lait, mais un peuple a besoin de pain. Un peuple a besoin d'eau. Un peuple a besoin de sécurité. Un peuple a besoin d'espoir et d'espérance. Et tout cela, Macky Sall en est incapable. Et ça, c'est le plus grand danger auquel il expose le pays. Parce que nous savons que ce pays-là, c'est un pays qui a une histoire très compliquée. En mai 68,
quelqu'un me le faisait observer l'autre jour. Senghor avait cru avoir fait en 65 sa constitution, 63 fait intégrer le PRA Sénégal, fait intégrer machin, fait disparaître les syndicats, la presse. Il y a eu mai 68. Comme un coup de tonnerre. Vous disiez à l'époque que le pouvoir était dans la rue. Oui, comme un coup de tonnerre en plein midi, au mois d'avril. C'est-à-dire que sans qu'il y ait l'hivernage. Pourquoi? Parce qu'on ne manipule pas un peuple en ne s'occupant pas de l'essentiel. Même dans les dictatures comme la Tunisie de Ben Ali ou autres là, au moins il y avait le pain, il y avait la sécurité, il y avait l'emploi, il y avait certaines choses et on vous disait maintenant que l'État vous garantit tout cela, vous n'avez pas à vous plaindre. Une toute dernière question pour terminer. Vous êtes le président de la République des valeurs, vous êtes dans l'opposition. Aujourd'hui, on dit de cette opposition-là qu'elle est très affaiblie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut réorganiser cette opposition? Est-ce qu'on ne risque pas que la République des valeurs vienne comme un parti de plus par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir? Ou bien vous vous dites qu'il faut une autre organisation de cette opposition-là? Oui, de toute façon, comme je viens de le dire, la situation politique du pays est très difficile. Où que vous voyez, si vous regardez vous-même vos journaux et vos télés, vous voyez partout de la contestation. Donc, avec ou sans opposition, le peuple n'est pas content. Le rôle de l'opposition, c'est d'aller trouver ce peuple, de l'organiser et de le canaliser, son indignation. C'est difficile, c'est pas facile parce qu'il faut des moyens, des ressources financières, il faut des moyens humains, nous y travaillons avec beaucoup de conviction et je dois dire honnêtement que je n'aurais jamais imaginé ni souhaité dresser ce bilan du régime de Macky Sall parce que une année de perdu, même si je n'étais pas partie prenante, et encore plus quand je suis partie prenante, une année de perdu pour le Sénégal est une année perdue pour tout le monde. Une année de perdu pour un pays africain est une année de perdu pour nous tous. Donc, nous aurions bien aimé que, quelles que soient les critiques superficielles ou vraies qu'on puisse lui faire, qu'on constate au moins qu'il y a eu des avancées significatives dans certains domaines. Or, sur les plans les plus essentiels de l'économie, des libertés, de la démocratie, de la transparence, il y a eu des régressions incontestables et le livre en atteste. Grand merci à vous. Thierno Alassane Sall, je rappelle que vous êtes le président de la République des valeurs et que vous êtes l'auteur de ce livre qui était l'objet d'ailleurs de notre discussion, le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Vous permettrez juste un petit mot. Oui. Je dois dire toutes mes pensées affectueuses à notre doyen Modignan, dont je vois dans la presse qui a décidé de se retirer un peu sous la pression de la famille. Nous autres qui essayons de nous battre pour le Sénégal, et je l'ai dit durant l'émission, nous avons des moments de tension à l'intérieur de nos familles, de nos foyers, de nos trucs, extrêmement difficiles. Et je comprends sa situation. Et doyen Modi, surtout votre famille, le Sénégal vous doit beaucoup. J'ai lu beaucoup de vos contributions depuis 2000 ou 98, avec toujours beaucoup d'intérêt. Et je dis à votre famille, c'est dommage qu'au lieu de soutenir un tel grand homme, vous le poussiez à partir. Tous nos hommages également à Modignan, tout notre respect à Modignan, qui est d'ailleurs très ami à cette maison de Walfadjri. Thierno, Ibrahim Anne, merci à vous, rédacteur en chef de Walf, merci à toute la rédaction de Walf Quotidien, merci à toute l'équipe technique réunie autour de Cheikh Tidiane Ndiaye, Amdi Sidibé et Mbalo. Merci à Serigne Saliou Bey qui était à la caméra. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité au programme de Walf TV et bien à vous. LBS di gis-gis bu xarañ ba noppi.